Imaginez ceci, vous êtes une personne ordinaire, comme tout le monde. Vous avez une famille, des rêves et une boussole morale qui vous indiquent ce qui est juste ou faux. Pourtant, un jour, vous vous retrouvez dans une pièce, recevant un ordre simple. Devant vous est assis un inconnu, les mains liées. Un homme en blouse blanche vous demande d'appuyer sur un bouton. C'est juste une expérience, vous assure-t-il. La personne sur la chaise tressaille alors que l'électricité parcourt son corps. Vous hésitez. Continuez, insiste l'autorité. Maintenant, faites une pause et demandez-vous, que feriez-vous? Ce n'est pas de la fiction. C'est l'expérience réelle de Milgram, l'une des études psychologiques les plus troublantes jamais réalisées. Dans cette expérience, des gens ordinaires, enseignants, employés, pères, mères ont été chargés d'administrer ce qu'ils pensaient être des chocs électriques mortels à un inconnu. Et, de manière choquante, plus de 65% des participants ont obéi aux ordres jusqu'au bout, même lorsque la personne sur la chaise criait de douleur. Mais ce n'était qu'une expérience. Que se passe-t-il lorsque cette obéissance se manifeste dans le monde réel? Remontons en 1944, dans une petite ville d'Europe. Un soldat, autrefois un père de famille bienveillant, reçoit un ordre. Il hésite un instant, puis lève son fusil. Devant lui, des civils sans défense le regardent avec des yeux implorants. Ses mains tremblent, mais il entend « Fais ton devoir ». Alors, il appuie sur la gâchette. Cet homme n'était pas un monstre. Il était comme vous, comme moi. Comment une personne bonne peut-elle devenir capable d'horreur? Nous aimons croire que seules les mauvaises personnes commettent des actes malveillants, que seuls les cœurs insensibles, les psychopathes ou les moralement corrompus pourraient blesser autrui. Mais si je vous disais que, dans les bonnes conditions, vous pourriez faire de même? La psychologie a prouvé à maintes reprises que la chose la plus effrayante concernant la nature humaine n'est pas que le mal existe, mais qu'il existe en chacun de nous. L'histoire l'a montré encore et encore, l'Holocauste, le génocide rwandais, Abu Ghraib. Des gens ordinaires transformés en auteurs de cruautés inimaginables, non pas parce qu'ils étaient intrinsèquement mauvais, mais à cause d'un processus caché qui érode lentement la moralité et déforme la perception, transformant des gens bien en monstres. Et le plus terrifiant, vous ne vous rendrez même pas compte que cela arrive. Cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain. C'est une descente lente, une série de petits pas presque invisibles. Cela commence par de petits compromis moraux, une légère obéissance, une petite justification. Et avant que vous ne le réalisiez, vous avez franchi une ligne que vous aviez juré de ne jamais dépasser. Ce n'est pas seulement une leçon d'histoire, c'est un avertissement. Car la vérité, c'est que ce processus se déroule autour de vous en ce moment même, dans les lieux de travail, en politique, sur les réseaux sociaux, dans la vie quotidienne. Si vous ne le reconnaissez pas, si vous n'apprenez pas à l'arrêter, vous risquez d'en devenir une partie. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement comment cela se produit, les 5 forces psychologiques qui remodèlent lentement l'éthique d'une personne, et surtout, comment vous pouvez vous protéger de ce destin. Car si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est que le moment où vous pensez « je ne ferai jamais ça » est celui où vous êtes le plus à risque. Bienvenue dans la vérité sur la manière dont les gens bien deviennent des monstres. La plupart des gens croient que le mal est un choix conscient, que seuls des individus intrinsèquement mauvais sont capables d'actes monstrueux. Mais l'histoire raconte une autre histoire. La réalité est bien plus troublante. Dans les bonnes conditions, n'importe qui peut être conduit sur un chemin de destruction, non pas parce qu'il décide un jour d'abandonner sa moralité, mais parce qu'il est lentement entraîné dans un courant psychologique dont il n'a même pas conscience. Cette descente n'est pas aléatoire. Elle suit un processus systématique et prévisible, un schéma qui s'est répété à travers l'histoire, transformant des gens ordinaires en participant à des atrocités indicibles. J'appelle cela le cycle de la corruption, une transformation en 5 étapes qui explique pourquoi les gens bien deviennent des monstres. Étape 1, l'érosion morale, le premier petit pas. Personne ne plonge directement dans l'obscurité. Tout commence par de petits compromis, de légères violations éthiques qui semblent insignifiantes au début, un mensonge inoffensif, une petite trahison, un léger infléchissement des valeurs personnelles au nom de la nécessité. Mais voici le piège, chaque pas abaisse le seuil pour le suivant. Ce qui était autrefois impensable devient progressivement acceptable. Peu à peu, les fondations de la moralité commencent à se fissurer. Étape 2, l'obéissance à l'autorité, l'illusion du devoir. L'expérience de Milgram prouve une chose terrifiante. Des gens ordinaires commettront des actes horrifiants simplement parce qu'une figure d'autorité le leur ordonne. L'histoire l'a montré à maintes reprises, que ce soit des soldats en guerre, des employés suivant des politiques d'entreprise contraires à l'éthique, ou des citoyens appliquant des lois oppressives. L'esprit se convainc, je ne fais que mon travail. Mais cette obéissance dépouille la responsabilité, permettant au mal de prospérer sous le déguisement du devoir.
Étape 3. La puissance de l'identité de groupe, le piège du nous contre eux. Les humains sont câblés pour le tribalisme. Nous recherchons l'appartenance. Mais cet instinct est ce qui nous rend vulnérables à une manipulation dangereuse. Quand nous nous voyons comme faisant partie d'un groupe, nous considérons naturellement les autres comme différents. Une fois cette distinction faite, la déshumanisation commence. L'histoire a montré que lorsque les gens sont conditionnés à voir l'autre comme moins qu'humain, les atrocités deviennent justifiables. Étape 4. L'autojustification et la licence morale, les tours de l'esprit. Personne ne veut croire qu'il est le méchant. Alors, face à des actions qui contredisent leurs valeurs, l'esprit réécrit l'histoire. Je n'avais pas le choix, je l'ai fait pour le bien commun. C'est ainsi que les pires criminels de l'histoire ont rationalisé leurs crimes. Le plus effrayant, nous le faisons tous. Dès que nous excusons une mauvaise action parce que nous nous voyons comme bons, nous nous enfonçons davantage dans le cycle. Étape 5. La déshumanisation, le point de non-retour. C'est l'étape finale. Lorsqu'une personne, un groupe ou une société retire complètement l'humanité des autres, il n'y a plus rien pour arrêter la cruauté. Une fois que quelqu'un n'est plus vu comme humain, la moralité ne s'applique plus. C'est ce qui a alimenté les génocides, les régimes oppressifs, et même les cultures de haine modernes en ligne. C'est l'étape finale, irréversible, pour devenir un monstre. Ce cycle s'est répété à travers l'histoire, dans les guerres, les gouvernements, les mouvements sociaux, et même dans les relations personnelles. Mais voici la partie terrifiante, il ne touche pas seulement les autres, il peut arriver à chacun de nous. Comprendre ce cycle est la première étape pour s'en libérer. Dans la section suivante, nous analyserons chaque étape en détail, en commençant par le processus subtil et dangereux de l'érosion morale. Le mal ne s'annonce pas avec fanfare. Personne ne se réveille un jour en décidant d'abandonner ses valeurs. Cela se produit en silence, à travers de petits choix apparemment inoffensifs qui, avec le temps, mènent à des conséquences dévastatrices. La descente dans l'obscurité n'est jamais un saut unique, c'est une glissade lente, presque imperceptible. Au début, c'est juste un petit compromis, une petite trahison, un mensonge, une action qui semble justifiée sur le moment. Peut-être s'agit-il de contourner les règles pour aider un ami, de se taire face à quelque chose d'immoral, ou de prendre une décision qui entre en conflit avec ses valeurs mais sert un objectif plus grand. Et comme rien de terrible ne se produit immédiatement, le cerveau apprend une leçon dangereuse. Ce n'est pas si grave. L'esprit humain est conçu pour se protéger de la culpabilité. Lorsqu'on fait face à une action qui contredit nos valeurs, nous ressentons une dissonance cognitive, un conflit mental inconfortable. Au lieu d'admettre que nous avons mal agi, le cerveau prend un raccourci. Il réécrit la réalité pour nous faire sentir que nous sommes toujours bons. Cela commence par la rationalisation. Tout le monde le fait, ce n'est qu'une fois, ça ne fait de mal à personne. Ces justifications affaiblissent les frontières morales, rendant le prochain compromis encore plus facile. Avec chaque pas, la culpabilité diminue, et ce qui semblait autrefois impensable commence à sembler normal. Un seul acte contraire à l'éthique peut sembler insignifiant, mais il n'est jamais isolé. Une fois qu'une personne franchit la première barrière, la suivante devient plus facile. Le seuil de ce qui est acceptable ne cesse de s'élargir. L'histoire regorge d'exemples concrets de cet effet. Le scandale du Watergate, qui a débuté par un petit stratagème politique et s'est transformé en une conspiration criminelle. Les fraudes d'entreprises, comme celle d'Enron, qui ont commencé par de petites manipulations financières avant de devenir des fraudes massives. Les crimes de guerre et les génocides, où les pires atrocités ont été commises par des individus qui ont commencé par de petits compromis moraux, suivant simplement des ordres ou appliquant de petites injustices jusqu'à ce qu'ils se retrouvent profondément impliqués dans des actes horrifiants. Les psychologues ont étudié comment de petites demandes ouvrent la voie à des demandes plus importantes. Si quelqu'un accepte un acte contraire à l'éthique mineure, il est beaucoup plus susceptible de se conformer à quelque chose de pire plus tard. Ce principe, connu sous le nom d'effet « pied dans la porte », explique comment les régimes autoritaires, les leaders manipulateurs, et même les environnements de travail toxiques poussent progressivement les gens vers un comportement immoral. La croyance la plus dangereuse est « je ne ferai jamais ça ». La partie la plus effrayante de l'érosion morale est que la plupart des gens pensent qu'ils y sont immunisés. Ils regardent les criminels, les leaders corrompus ou les atrocités historiques et pensent « je ne ferai jamais ça ». Mais la vérité, c'est que personne ne croit être capable de mal jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ce n'est pas une question d'être une mauvaise personne, c'est une question de ne pas reconnaître le premier pas. Et une fois ce pas franchi, le reste de la descente devient incroyablement facile. Dans la section suivante, nous explorons la deuxième étape du cycle de la corruption. Comment l'obéissance à l'autorité peut supplanter la moralité personnelle, poussant même les individus bien intentionnés vers des actes inimaginables.
La plupart des gens croient qu'ils contrôlent leurs propres actions, que leurs valeurs morales sont inébranlables. Mais l'histoire et la psychologie racontent une autre histoire. Dans les bonnes conditions, même les personnes bienveillantes peuvent être amenées à commettre des actes horrifiants. Et le plus terrifiant, elles ne réalisent même pas qu'elles font quelque chose de mal. C'est le pouvoir de l'obéissance, l'une des forces psychologiques les plus puissantes et dangereuses. Elle peut dépouiller une personne de sa responsabilité personnelle, supplanter sa moralité et transformer des individus ordinaires en instruments de préjudice. Au début des années 1960, le psychologue Stanley Milgram a mené l'une des expériences les plus troublantes de l'histoire. Les participants étaient informés qu'ils participaient à une étude sur l'apprentissage. Leur tâche, administrer des chocs électriques à un apprenant, dans une autre pièce à chaque réponse incorrecte. À chaque erreur, le niveau de choc augmentait. L'apprenant, en réalité un acteur, criait de douleur, implorait la clémence et finissait par se taire, laissant croire qu'il s'était évanoui ou pire encore. Pourtant, sous l'autorité d'un scientifique en blouse blanche, 65% des participants ont continué à administrer des chocs jusqu'à la tension maximale de 450 volts, malgré leur conviction qu'ils causaient un préjudice grave, voire mortel, à l'apprenant. Pourquoi? Parce qu'on leur disait, l'expérience exige que vous continuiez. L'expérience de Milgram n'était pas seulement un test psychologique, c'était une fenêtre sur l'histoire. La même excuse, je ne faisais qu'obéir aux ordres, a été utilisée par des soldats, des officiers de police et des citoyens ordinaires lors des moments les plus sombres de l'humanité. Les officiers nazis et les gardiens des camps de concentration affirmaient qu'ils se contentaient d'obéir aux ordres. Beaucoup n'étaient pas des monstres sadiques, mais des hommes ordinaires qui avaient abandonné leur moralité à l'autorité. Le massacre de Hem Lay en 1968, où des soldats américains ont massacré plus de 500 civils vietnamiens innocents, y compris des enfants, s'est produit parce qu'ils suivaient des ordres. Les scandales et corruptions d'entreprises, comme de nombreux crimes financiers, ne sont pas commis par des génies du mal, mais par des employés qui obéissent à des instructions contraires à l'éthique de leurs supérieurs, pensant qu'ils ne sont pas responsables. C'est le piège psychologique le plus mortel, croire que l'obéissance à l'autorité absout de toute responsabilité personnelle. Une autre étude glaçante, l'expérience de la prison de Stanford de Philippe Zimbardo en 1971, a révélé à quelle vitesse l'obéissance peut dégénérer en cruauté. Des étudiants furent divisés en gardiens et prisonniers dans un cadre de prison simulé. En quelques jours, les gardiens, qui n'étaient que des étudiants ordinaires, devinrent sadiques, humiliant et maltraitant les prisonniers. Ce qui avait commencé comme un simple jeu de rôle s'était transformé en un véritable tourment psychologique. Les gardiens n'avaient pas suivi d'ordres explicites, ils avaient simplement intériorisé leur autorité. L'expérience dut être arrêtée prématurément. Zimbardo expliqua plus tard, la plupart d'entre nous peuvent subir des transformations significatives de caractère lorsqu'ils sont pris dans le creuset des forces sociales. La leçon la plus troublante de ces études n'est pas seulement que les gens obéissent à des ordres nuisibles, c'est qu'ils ne croient pas qu'ils le feraient. Demandez à n'importe qui, auriez-vous administré les chocs? Auriez-vous été un gardien sadique? Ils répondront, jamais. Mais chaque participant à ces expériences pensait la même chose avant de se retrouver à appuyer sur le bouton ou à exercer un pouvoir sur une autre personne. L'obéissance n'est pas une question de méchanceté, c'est une question de conditionnement social. Dès l'enfance, on nous apprend à respecter l'autorité, enseignants, patrons, gouvernement, forces de l'ordre. Ce conditionnement est si profond que, face à un ordre autoritaire, notre premier réflexe est l'obéissance, pas la résistance. Et c'est ainsi que des gens bien finissent par faire des choses terribles, non parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ne remettent pas en question les ordres qu'ils suivent. Pour résister à cette force psychologique, il faut développer une conscience morale consciente. Lorsqu'on vous donne un ordre, surtout s'il semble moralement douteux, la clé est de faire une pause et de se demander « Ferais-je cela si personne ne me le demandait? Me sentirais-je toujours comme une bonne personne après? Si l'histoire jugeait ce moment, comment serait-il perçu ?» Car l'obéissance sans moralité n'est pas de la loyauté, c'est de la capitulation. Comme nous le verrons dans l'étape suivante, cette capitulation ne vient pas seulement des figures d'autorité, elle provient aussi de la puissance de l'identité de groupe, la force qui nous pousse à nous retourner contre les autres. Les humains sont des créatures sociales, programmées pour rechercher l'appartenance, que ce soit à une famille, une amitié, un parti politique ou une nation. Nos identités sont profondément liées au groupe dont nous faisons partie. Mais cet instinct a un côté sombre, qui a alimenté des guerres, des génocides et des cruautés de masse tout au long de l'histoire. Lorsque nous divisons le monde entre nous et eux, quelque chose de terrifiant se produit. La moralité passe au second plan, la compassion s'estompe, et les personnes extérieures à notre groupe deviennent moins humaines à nos yeux. C'est le piège du « nous contre eux »,
l'une des forces les plus puissantes qui transforment les gens bien en monstres. Les psychologues ont longtemps étudié comment l'appartenance à un groupe peut modifier le comportement humain. Dans les expériences de groupes minimaux d'Henri Teufel, les chercheurs ont divisé des personnes en équipes totalement aléatoires, littéralement en tirant à pile ou face. Résultat, les participants favorisaient leur propre groupe, même sans réelle différence avec les autres. Ils étaient prêts à nuire ou à désavantager l'autre groupe, même si cela ne leur apportait aucun bénéfice personnel. Cette étude a révélé quelque chose de troublant. La loyauté au groupe peut supplanter la logique, l'équité et même la moralité. Si les gens sont prêts à discriminer un groupe arbitraire, imaginez l'effet lorsque la race, la religion, la nationalité ou l'idéologie entrent en jeu. C'est pourquoi les gens justifient la cruauté tant qu'elle est dirigée contre l'ennemi. Et l'histoire prouve à quel point cet état d'esprit peut être dangereux. Chaque grande atrocité commence par un changement psychologique unique, voir l'autre côté comme moins qu'humain. C'est la déshumanisation, utilisée pour justifier les meurtres de masse, l'esclavage et l'oppression à travers l'histoire. La formule est toujours la même, étiqueter l'ennemi. Les nazis traitaient les juifs de rats, les Hutus au Rwanda appelaient les Tutsis, cafards, les esclavagistes décrivaient les Africains comme des sauvages. Ensuite, les blâmer pour tous les problèmes. La propagande convainc les gens qu'ils sont la cause de leur souffrance. Enfin, leur retirer leur individualité. Au lieu de voir des individus, les gens voient des ennemis sans visage, des groupes à punir, à éliminer ou à éradiquer. Au moment où la violence commence, le terrain psychologique est déjà préparé. L'ennemi n'est plus humain dans l'esprit des bourreaux. Chaque génocide, crime de guerre et acte de violence de masse suit ce schéma. Ce qui est le plus terrifiant, c'est que ces actes ne sont pas commis par des psychopathes, mais par des gens ordinaires. L'Holocauste, des millions de citoyens allemands ordinaires ont soutenu des politiques qui ont conduit à l'extermination de masse. La plupart n'étaient pas des meurtriers sadiques, ils suivaient simplement la logique de protéger les leurs. Le génocide rwandais de 1994, la propagande a dressé des voisins les uns contre les autres. 800 000 personnes ont été massacrées en seulement 100 jours, non par des soldats, mais par des citoyens ordinaires. L'expérience de la prison de Stanford, même dans un environnement simulé, les membres du groupe des gardiens sont devenus violents envers les prisonniers en quelques jours, simplement à cause des rôles qui leur avaient été attribués. Tout ces cas montrent une vérité terrifiante. Lorsque nous voyons les autres comme l'autre, nous cessons de les considérer comme des personnes. Vous n'avez pas besoin de chercher dans l'histoire pour voir cet effet à l'œuvre. Il se produit aujourd'hui, tous les jours, sur les réseaux sociaux. Les adversaires politiques ne sont plus des personnes avec des points de vue différents. Ils sont des traîtres, des idiots ou des êtres maléfiques. L'indignation est fabriquée pour maintenir les gens dans un état constant de pensée, nous contre eux. La culture de l'annulation, le harcèlement en ligne et la justice de la foule prospèrent parce que, dès qu'une personne est étiquetée comme l'ennemi, toute empathie disparaît. C'est la déshumanisation moderne, et tout comme dans l'histoire, elle commence petit, mais peut dégénérer en conséquences bien réelles. Alors, comment échapper à cette mentalité, nous contre eux? Comment résister à l'envie de se retourner contre les autres? Reconnaissez le piège psychologique. Dès que vous commencez à voir un groupe entier comme l'ennemi, posez-vous des questions. Qui bénéficie de cette division? Voyez des individus, pas des étiquettes. Aucun groupe n'est monolithique. Engagez-vous avec de vraies personnes, pas avec des stéréotypes. Résistez à la propagande, qu'elle vienne des politiciens, des médias ou des cercles sociaux. Soyez attentifs aux récits qui dépeignent les autres comme moins humains. Car l'histoire nous a montré une vérité indéniable. Dès que nous cessons de nous voir les uns les autres comme humains, nous devenons capables de tout. Personne ne se considère comme le méchant. Même les pires criminels de l'histoire croyaient agir pour une cause supérieure. C'est le pouvoir terrifiant de l'auto-justification, la capacité de l'esprit humain à déformer la réalité pour que même les actes les plus immoraux semblent justes. Au cœur de ce phénomène se trouve la dissonance cognitive, l'inconfort psychologique que nous ressentons lorsque nos actions contredisent nos valeurs morales. Au lieu d'admettre un méfait, le cerveau choisit une autre voie, il réécrit la réalité. C'est ainsi que des gens bien continuent sur un chemin sombre, convaincus qu'ils restent bons. Imaginez une personne qui se considère honnête, mais qui se fait prendre à mentir. Elle a deux options, admettre qu'elle a eu tort, ce qui menace son image de soi et provoque de la culpabilité, ou justifier le mensonge. C'était pour une bonne raison, tout le monde le fait, ce n'était pas si grave. La plupart choisissent la seconde option, non seulement pour de petits mensonges, mais aussi pour des fautes morales graves. C'est pourquoi les politiciens corrompus, les criminels de guerre, et même les gens ordinaires admettent rarement leur culpabilité. Ils se convainquent qu'ils sont toujours dans le droit. Plus quelqu'un s'engage sur cette voie, plus sa moralité se déforme.
Et une fois que la justification commence, elle ne s'arrête pas. Certaines des pires atrocités de l'histoire ont été commises au nom de la justice. C'est le paradoxe de la licence morale. Quand les gens croient faire le bien, ils s'autorisent à commettre le mal. Les guerres religieuses, des millions de personnes ont été massacrées dans la conviction que leur foi devait être défendue. Les purges politiques, les dictateurs justifient les massacres en prétendant purifier la société. La censure et l'oppression, la liberté d'expression est écrasée, les dissidents sont punis, tout cela au nom de la protection du peuple. C'est pourquoi les idéologies, qu'elles soient politiques, religieuses ou sociales, peuvent devenir dangereuses. Quand les gens croient que leur cause est juste, ils cessent de remettre en question leurs propres actions. Tout au long de l'histoire, ceux qui détiennent le pouvoir ont réécrit la réalité pour justifier leurs crimes. Les dictateurs prétendent protéger le peuple tout en réduisant au silence leurs opposants. Les leaders corrompus se disent qu'ils méritent leurs richesses et privilèges. Les chefs militaires justifient les crimes de guerre comme nécessaires pour la sécurité. Même lorsqu'ils sont pris sur le fait, ils refusent de se voir comme des méchants. Leur auto-justification est si forte qu'ils croient sincèrement être les héros. Et si l'histoire a prouvé quelque chose, c'est que plus une personne a de pouvoir, plus il est facile de justifier l'injustifiable. L'auto-justification n'est pas seulement l'apanage des puissants, nous le faisons tous. Une personne triche à un examen mais se dit « J'ai beaucoup étudié, je le mérite ». Un employé maltraite un collègue mais rationalise « Il l'avait bien cherché ». Un conducteur grille un feu rouge et pense « Tout le monde le fait, ce n'est pas grave ». Chaque petite justification les pousse plus loin sur une pente glissante. Avec le temps, ce qui semblait autrefois mal commence à sembler normal. Dès que quelqu'un dit « Je n'avais pas le choix », ou « C'était pour le bien commun », il est sur un terrain dangereux. Alors, comment résister à cette auto-illusion? Comment s'assurer de ne pas tomber dans le piège de l'auto-justification? Reconnaissez l'inconfort comme un signal d'alarme. Si vous ressentez le besoin de justifier une action, arrêtez-vous. Demandez-vous, est-ce que je cherche des excuses? Soyez responsable de vos actes. Les mensonges les plus dangereux sont ceux que nous nous racontons à nous-mêmes. Soyez brutalement honnête sur vos choix. Remettez en question la licence morale. Ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose de bien que vous avez le droit de faire du mal. Entourez-vous de personnes qui vous défient. Évitez les chambres d'écho. Cherchez des voies qui vous poussent à remettre en question vos propres actions. Car la vérité la plus effrayante est que le chemin pour devenir un monstre ne commence pas par de mauvaises intentions. Il commence par de petites justifications. Il y a un moment dans chaque grand crime contre l'humanité où l'impensable devient possible, où des gens ordinaires cessent de voir leurs victimes comme des êtres humains. C'est la déshumanisation, l'étape finale et la plus dangereuse dans la descente vers le mal. Une fois cette ligne franchie, la moralité n'a plus de prise. Les règles qui régissent la décence humaine disparaissent, et des atrocités autrefois inimaginables deviennent justifiées. Mais comment cela se produit-il, et pourquoi même les bonnes personnes tombent-elles dans ce piège? Le cerveau humain a une incroyable capacité à éprouver de l'empathie. Quand nous voyons quelqu'un souffrir, nos neurones miroirs s'activent, nous ressentons leur douleur. C'est pourquoi faire du mal à autrui est si difficile pour la plupart d'entre nous. Mais il y a une faille dans notre psychologie. Si nous cessons de percevoir quelqu'un comme pleinement humain, cette empathie s'évanouit. Tout au long de l'histoire, cette ruse de l'esprit a été utilisée pour justifier guerre, génocide, esclavage et d'innombrables autres horreurs. Dans le génocide rwandais, des émissions de radio qualifiaient les Tutsis de « cafards ». En Allemagne nazie, les Juifs étaient comparés à des rats. Pendant l'esclavage en Amérique, les personnes noires étaient décrites comme des biens plutôt que des êtres humains. Le schéma est toujours le même. Avant les grandes atrocités, le langage est utilisé pour retirer l'humanité. Une fois qu'une personne devient un objet plutôt qu'un être humain, lui faire du mal ne semble plus mal. La déshumanisation ne se produit pas seulement dans les livres d'histoire, elle a lieu aujourd'hui, de manière que la plupart des gens ne remarquent même pas. Dans les guerres et les conflits politiques, les gouvernements et les machines de propagande dépeignent les ennemis comme des monstres pour justifier la violence. Les soldats sont entraînés à utiliser des mots comme « cible » au lieu de « personne » pour faciliter les tueries. Les guerres civiles commencent lorsque les gens voient leurs propres voisins comme des ennemis. Sur les réseaux sociaux et dans la haine en ligne, Internet permet d'insulter et d'attaquer les autres sans voir leur visage. Cette déconnexion rend la cruauté facile. Les débats politiques se transforment en bataille de « nous contre eux », où les adversaires sont traités comme maléfiques, non humains. La mentalité de foule prend le dessus, conduisant à la culture de l'annulation, au harcèlement et à la violence dans le monde réel. Chacune de ces forces entraîne le cerveau à voir certaines personnes comme moins qu'humaines. Et une fois ce basculement effectué, il n'y a plus de limite à ce qu'une personne peut justifier. La déshumanisation ne rend pas seulement les gens tolérants à la cruauté,
elle les y fait participer. Une fois qu'ils croient qu'une autre personne n'est pas pleinement humaine, il n'y a plus de frontières morales pour les arrêter. C'est pourquoi les pires atrocités de l'histoire n'ont pas été commises par des monstres, mais par des gens ordinaires convaincus que leurs victimes le méritaient. Et une fois qu'une personne commet son premier acte de cruauté, il devient plus facile de recommencer. La descente est complète. Si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est que personne n'est immunisé contre ce processus. La seule façon de s'y opposer est un effort conscient. Soyez attentifs au langage déshumanisant. Dès qu'un groupe est qualifié de maléfique, de parasite, de vermine ou de moins qu'humain, les signaux d'alarme devraient retentir. Voyez des individus, pas des groupes. Au lieu de penser, ces gens sont l'ennemi, demandez-vous, que sais-je vraiment de cette personne? Refusez de participer aux foules haineuses en ligne. Les réseaux sociaux récompensent l'indignation, mais ils entraînent aussi le cerveau à voir les autres comme des objets. Rappelez-vous que l'empathie est un choix. La manière la plus simple de résister à la déshumanisation est de vous rappeler activement que chaque personne que vous rencontrez a des pensées, des émotions et des luttes, tout comme vous. Car une fois que la déshumanisation prend racine, il n'y a pas de retour en arrière. Et si tout ce que nous avons discuté, l'érosion morale, l'obéissance aveugle, le tribalisme, l'autojustification et la déshumanisation n'étaient pas seulement une série de défauts humains malencontreux? Et s'ils étaient tous les symptômes d'une vérité plus profonde et plus terrifiante? La réalité est que la descente dans l'obscurité n'est pas une anomalie rare. Ce n'est pas quelque chose qui n'arrive qu'aux mauvaises personnes ou dans des événements historiques extrêmes. Elle est inscrite dans le cerveau humain, ce qui signifie que personne n'est à l'abri. Au cœur de chaque étape du cycle de corruption se trouve un instinct primal unique, présent depuis le début des temps, la survie. Chaque force psychologique qui pousse les gens bien vers le mal est un sous-produit du même besoin ancestral de nous protéger, d'appartenir à un groupe et de sécuriser notre propre bien-être, même au détriment des autres. L'érosion morale, un mécanisme de défense. Le cerveau réécrit la réalité pour éviter la culpabilité et protéger l'image de soi. L'obéissance à l'autorité, une stratégie de survie. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, obéir aux leaders sans poser de questions augmentait les chances de survie. L'identité de groupe et le tribalisme, un instinct biologique. Faire partie d'un groupe uni et fort garantissait une protection contre les menaces extérieures. L'auto-justification et la licence morale, la manière dont le cerveau maintient une stabilité psychologique face aux contradictions. La déshumanisation, l'outil de survie le plus dangereux de tous. Lorsqu'un groupe est perçu comme une menace, l'esprit supprime instinctivement l'empathie pour éliminer l'hésitation morale. Ces mécanismes n'ont pas été conçus pour le mal. Ils ont évolué pour aider les humains à naviguer dans un monde dangereux. Mais à l'ère moderne, ils peuvent être détournés et utilisés contre nous. C'est pourquoi l'histoire se répète, pourquoi des gens apparemment ordinaires tombent encore et encore dans les mêmes schémas. Si la capacité à sombrer dans l'obscurité est inscrite en chacun de nous, cela signifie-t-il qu'y résister est impossible? Non, mais cela exige quelque chose qui ne vient pas naturellement, une conscience radicale de soi. Dès que vous pensez « je ne ferai jamais quelque chose comme ça », vous êtes déjà en danger. La seule défense est de reconnaître que vous êtes tout aussi vulnérable que n'importe qui d'autre. Une réflexion morale consciente. La moralité ne se résume pas à suivre des règles, elle consiste à remettre constamment en question vos propres pensées, choix et préjugés. Brisez le cycle psychologique. Chaque fois que vous justifiez un petit acte contraire à l'éthique, suivez aveuglément une autorité ou diabolisez un groupe, faites une pause. Demandez-vous, suis-je manipulé par mes propres instincts? Le pouvoir de l'empathie radicale, l'antidote à la déshumanisation est de voir l'humanité en chacun, même ceux avec qui vous êtes en désaccord ou que vous craignez. Car en fin de compte, la ligne entre le bien et le mal ne sépare pas les gens, elle traverse chaque cœur humain. Si l'histoire a prouvé quelque chose, c'est que la frontière entre le bien et le mal est plus fine qu'on ne le pense, et qu'elle traverse chaque cœur humain. La croyance la plus dangereuse que vous puissiez avoir est « je ne ferai jamais quelque chose comme ça ». Car dès l'instant où vous supposez que vous êtes immunisé, vous cessez de faire attention, et c'est là que la descente commence. Mais si les forces psychologiques qui corrompent les gens sont ancrées en nous, comment les combattre? Comment briser ce cycle qui a façonné certains des moments les plus sombres de l'histoire humaine? La réponse n'est pas facile, mais elle est possible. Réflexion quotidienne sur soi ou le test du miroir. Demandez-vous, si quelqu'un d'autre faisait ce que je viens de faire, le considérerais-je toujours comme une bonne personne? Nous justifions nos petits compromis tous les jours, mais lorsque nous voyons le même comportement chez les autres, nous le jugeons différemment. Cette simple question vous oblige à confronter vos propres angles moraux. Remettre en question l'autorité a toujours. L'obéissance semble sécurisante, mais l'histoire prouve que suivre aveuglément les ordres a conduit à certaines des pires atrocités de l'humanité.
Si une personne en position de pouvoir vous demande de faire quelque chose qui semble mal, arrêtez-vous et demandez-vous. Ferais-je cela si personne ne me regardait? Le piège du tribalisme a détruit l'illusion du « nous contre eux ». Dès que vous commencez à voir un groupe de personnes comme inférieur ou comme l'ennemi, vous êtes sur une voie dangereuse. L'empathie radicale est l'antidote. Cherchez à comprendre les gens avec lesquels vous êtes en désaccord, remettez en question vos propres préjugés, car la déshumanisation commence par une pensée simple, ils ne sont pas comme nous. Courage moral, parlez quand c'est le plus difficile. La manière la plus facile de laisser le mal prospérer est de rester silencieux. Si quelque chose semble mal, dites-le, même si c'est inconfortable, même si vous êtes le seul. Le monde n'a pas seulement besoin de bonnes personnes, il a besoin de personnes prêtes à agir quand cela compte. Maintenant que vous savez cela, que ferez-vous différemment? Car la vérité, ce n'est pas seulement une question d'histoire ou de psychologie, c'est une question qui vous concerne, vous, maintenant, à cet instant précis. Les mêmes forces qui ont façonné les moments les plus sombres de l'histoire sont toujours à l'œuvre. Elles influencent nos choix, nos interactions et la manière dont nous voyons le monde. La seule question est, serez-vous assez conscient pour y résister ?